Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce troisième épisode de Sur ce, bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nos sujets pour cette émission. D'abord pour la rubrique sport, nous allons parler des séries éliminatoires qui mèneront au Super Bowl de cette année. Et ensuite pour la rubrique faits divers, nous allons parler du tout premier film de James Bond, Dr. No. Pour notre bloc de sport, il y a présentement 4 équipes qui vont lutter pour déterminer qui vont aller au Super Bowl plus tard, le 11 février, si je ne dis pas de bêtises. D'abord, dans la AFC, il y aura les Ravens de Baltimore qui vont jouer contre les Chiefs de Kansas City. Et pour la NFC, il y aura les Lions de Détroit qui vont jouer contre les 49ers de San Francisco. Bon, à mon avis, je pense que les Kansas City vont battre contre les Ravens. En tout cas, moi, à mon opinion, j'aimerais ça. Parce que comme, je sais pas, j'ai envie qu'ils gagnent 2 années de suite le Super Bowl. Puis j'aime beaucoup Travis Kelce. J'aime quand Taylor Swift est là en train de le regarder jouer, puis là, il la montre à la caméra, je trouve ça vraiment drôle. Sinon, les Lions contre les 49ers, j'aimerais ça que les 49ers gagnent. J'ai vraiment envie de voir comment Détroit vont jouer pendant cette finale d'association contre les quand même 49ers, quand même une grosse équipe, ça va être tout un challenge. On se souvient que pendant la saison 2018, les Lions ont quand même été 0 victoire et 16 défaites. Aucune victoire en saison régulière. Puis là, on monte en flèche cette année avec une fiche de 12 victoires, 5 défaites. Donc, ça serait mérité un bon Super Bowl, peut-être contre Baltimore, qui ont eu une méchante bonne saison, 13 victoires, 4 défaites. Donc, j'ai bien hâte de voir les Lions. Ça va être les gros underdogs cette année. Ça va être intéressant parce que dans les deux matchs, dans les deux cas, ça va être une confrontation entre 2 corps très intéressants. D'abord avec Kansas City, avec Patrick Mahomes et Baltimore, Lamar Jackson. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont utiliser plus la course ou les passes? On sait que Mahomes est très bon sur les passes en longueur. Les deux sont quand même bien au sol. Mahomes a beaucoup plus de jeux truqués que Lamar Jackson, mais quand même au sol, je pense que Lamar Jackson va avoir un certain avantage. Il va vraiment falloir que la défensive des Chiefs soit irréprochable devant Lamar Jackson. Ça va être vraiment important de le contenir dans la pochette en arrière et non de le laisser courir un peu partout. Dans le cas des Lions contre les 49ers, ça va être le vétéran Jared Goff contre le jeune Brock Purdy qui vraiment, depuis qu'il a remplacé le corps arrière qui s'était blessé à San Francisco, Brock Purdy est merveilleux. Il y a eu quelques matchs cette saison, 2-3 matchs consécutifs, ça a été plus difficile, mais c'est toute une superstar, vraiment. Puis Jared Goff, lui, c'est un peu la renaissance, si on veut, après son départ des Rams. Vraiment, il s'est retrouvé cette saison. Un jeu impeccable, on peut dire, à part sur certains endroits. Il faut se rappeler que plus tôt dans la saison aussi, les Chiefs et les Lions se sont affrontés. Donc, ça serait intéressant de voir peut-être si un Super Bowl pourrait se passer entre Kansas City et Lyon, un rematch. Si ma mémoire est bonne, c'est la semaine numéro 1 ou numéro 2 du calendrier cette saison. Puis, ça avait été une grosse surprise, mais ça avait vraiment bien lancé la saison de Détroit. Puis comme Jay a dit un peu plus tôt, Détroit reviennent de loin. Là. En 2008, ça a été 0-16. Puis depuis ce temps-là, on a vu un peu d'amélioration. Au départ, on avait repêché le corps arrière Matthew Stafford. Puis on lui avait donné un gros contrat. Il avait réussi à nous amener en séries éliminatoires en 2011. Puis on lui avait donné un gros contrat. Ça a finalement pas marché. Ils l'ont échangé contre Jared Goff, justement. Donc ça a été autant pour les Rams que pour les Lions un bon échange, cet échange-là. Donc ça va être intéressant de voir. Moi, honnêtement, je pense que le conte de fées, ça serait vraiment que les Lions remportent le Super Bowl. Ce serait la première fois qu'ils se rendraient au Super Bowl. Ils ne sont jamais allés au match du Super Bowl dans toute leur histoire, depuis que le Super Bowl existe. Parce qu'avant le Super Bowl, c'était le football, mais c'était pas le Super Bowl, le vrai trophée. Mais depuis que ça existe, ils ne sont jamais allés, ils n'ont jamais remporté. Fait que ça serait intéressant de les voir là.
Ouais, je regarde nos fiches et ce que je constate, c'est que c'est surtout des équipes à force égale à peu près. Par exemple, Kansas City, ils ont 11 victoires, 6 défaites. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Alors que Baltimore ont 13 victoires, 4 défaites. C'est une différence de 2 des deux bords, ce qui est à peu près égal. Alors que pour Détroit et San Francisco, les deux équipes ont les mêmes stats. 12 victoires, 5 défaites. Et aussi un peu plus bas, pour Jared Goff et Brock Purdy, oui, ça a l'air... Etienne, plutôt, il avait dit que Brock Purdy, c'était un nouveau, c'est ça que tu avais dit? Ouais. De très bonnes stats. La seule différence avec Jared, c'est qu'il a une distance de verge plus basse. Jared Goff, il a fait 4575 verges, alors que Brock n'en a fait que 4280. Mais par contre, il a un point de plus que Goff pour 31, contrairement à Goff qui en a 30. Et Goff, de son côté, a une interception de plus que Purdy pour 12, alors que Purdy en a 11. Donc c'est quand même assez égal aussi. Moi, je vais vous parler un peu du Super Bowl. Ici, je vois que les Steelers et les Patriots ont le même nombre de victoires au Super Bowl, qui sont 6. Tandis que les 49ers et les Cowboys, ils ont 5. Fait qu'est-ce que les 49ers vont réussir à gagner le Super Bowl cette année pour se rendre à 6, comme les Steelers et les Patriots? C'est intéressant, ça pourrait arriver, je dirais. La meilleure équipe d'entre les 4 qui est présentement dans le carré d'as pour les finales de conférence, je pense que San Francisco, c'est des 4 la meilleure équipe au niveau global de l'équipe. Je dirais en attaque, puis défensivement aussi. Je pense qu'ils sont complets vraiment dans les deux sens. C'est l'équipe, pour moi, qui est la plus dangereuse à se rendre au Super Bowl et de le remporter. Ça serait vraiment intéressant qu'ils se ramènent au même record que les Steelers et les Patriots avec 6 Super Bowls. Ça serait intéressant. Puis, mais il va falloir qu'ils passent par Détroit avant. Puis, faut pas oublier, au dernier match de San Francisco contre les Packers, ça a été difficile. Ça a tout pris pour qu'on gagne. On a gagné seulement 24-21. Ça a été très chaudement disputé. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec la défensive de Détroit, mais tout est possible, tout est faisable. En série, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc ça va être intéressant de voir. Moi, je suis vraiment déçu des Bills de Buffalo, par exemple. Parce qu'au dernier match, il y a eu Kansas City contre les Bills de Buffalo, puis justement, Buffalo a manqué un botté de 3 points tellement important, et ça a été totalement la déchéance. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé ça que les Bills se rendent loin cette année, mais bon. Kansas City qui sont... J'ose croire les favoris pour le Super Bowl. Est-ce que l'effet Taylor Swift va faire toute sa splendeur? On pourrait parler de Taylor Swift pendant un bon bout ici, d'ailleurs. Moi, je pense qu'ils sont pas autant favoris qu'on pense. Ils ont eu une saison un peu plus difficile qu'ils ont eu dans le passé. Puis moi, j'ai l'impression que l'histoire de Taylor Swift, ça va être une distraction qui va faire en sorte que Baltimore va sûrement prendre les dessus. Écoute, si on regarde Lamar Jackson, cette saison, il y a une très bonne saison. 24 passes de toucher pour 7 interceptions, ce qui est quand même extrêmement bien. Tandis que Mahomes, lui, a eu 27 puis 14 interceptions. Mahomes est beaucoup plus dangereux quand il passe le ballon. Beaucoup plus dangereux à se faire intercepter. Donc, ça va être intéressant de voir quelle stratégie. C'est la stratégie que les coachs vont enclencher au premier quart qui va décider de ce qui va se passer dans la rencontre. C'est soit ça va être un match défensif ou soit ça va être un match axé sur l'attaque. Petit trivia, apparemment ce sera le premier Super Bowl qui sera joué au Nevada et aussi la 3e année de suite que ce serait joué dans les États dans un État des États-Unis à l'ouest. Avant ça a été joué à Glendale, Arizona. L'autre avant ça c'était en 2023 et en 2022 ça a été joué à Inglewood en Californie. Moi, je pense que c'est bien comme formule. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque année, le Super Bowl est disputé dans un stade d'une franchise de la NFL. Et c'est pas nécessairement les équipes qui y participent. Comme ça peut être au stade des Buccaneers de Tampa Bay, ça va pas être obligé que ce soit les Buccaneers, vu que justement les Buccaneers ne sont pas là. Donc, c'est vraiment intéressant comme formule. On devrait avoir ça, je pense, dans pas tous les sports, mais quelques sports, d'avoir la finale du vrai truc dans un endroit extérieur que chez soi. Ça ramène plus de
je dirais plus de vue du niveau personnes qui viennent dans l'aréna, puis c'est plus intéressant, je dirais. C'est sûr, puis il n'y a pas aussi le défaut d'une équipe qui va jouer à l'extérieur, puis une équipe qui joue à domicile. Donc, je trouve ça intéressant aussi, quand tu peux réunir toute une fanbase en même temps. Ouais, c'est le fun. C'est différent que d'être dans la ville de... Tu sais, comme au hockey, t'as 4 matchs de chaque bord dans chaque ville, donc si ça se rend 7, donc, tu sais... Justement, à ce propos, le fait qu'il fasse jouer le match dans un stade, dans une ville qui n'appartient à aucune des deux équipes, ben ça enlève un biais, en fait. Et aussi, cet effet-là, il n'y a pas de biais pour une ou l'autre équipe en faisant ça. Sinon, le chanteur du halftime, c'est Usher. On va voir s'il il va faire une belle performance. Rihanna, elle était pas si pire. On verra avec Usher. C'est ça l'affaire avec la halftime show. T'sais, on n'a pas ça au hockey, on n'a pas ça au soccer, on n'a pas ça nulle part d'autre. C'est vraiment le truc très, très, très américain avec le fameux hymne national qui est absolument grandiose. Mais la halftime show, c'est... je me souviens d'un halftime show c'était Justin Timberlake. C'était absolument... Je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que il faut un peu séparer le divertissement du sport par moment. Oui, c'est le fun d'avoir une grosse vedette, là, faire un truc patati patata. Mon Dieu, ça Taylor Swift avec Kansas City. Mais d'avoir vraiment un gros acte de musique qui dure. C'est quand même un halftime show, c'est quand même 15-20 minutes. Est-ce que ça sépare un peu le momentum du sport qui chiffre vers le divertissement? Je sais pas. Il y a déjà beaucoup de divertissement quand tu fais juste regarder un Super Bowl à la TV, juste toutes les fameuses annonces qui passent pendant le Super Bowl, c'est assez grandiose, mais je sais pas. L'halftime show devient vraiment une distraction par moment. Il y a eu des super bons halftime shows, mais je trouve que pour la plupart, en tout cas dans les récentes années, c'est très très distractif. Moi, je pense que c'est juste trop long. Il faudrait raccourcir un peu. Je veux dire, c'est intéressant d'être diverti quand il n'y a plus de jeu pendant le halftime, mais je veux dire, c'est trop long. Des fois, ça s'étale, puis ça en finit plus. Ah, puis parlant de distraction, je parlais de Taylor Swift tantôt, puis tu parlais justement, Étienne, que Taylor Swift était une distraction. Tu sais, c'est rendu... Je sais pas comment l'expliquer. C'est too Taylor much. Swift, c'est too much. C'est too much. Kelsey attrape le ballon à la ligne de 2, puis ils vont montrer Taylor Swift à la télévision. Je veux dire, Je trouve ça drôle. ça n'a aucun bon sens. Là. C'est rendu too much pour ce que c'est. De quoi? C'est de la promo gratuite. Non, mais tu sais, c'est pas seulement Taylor Swift. L'autre match, il y avait Margaret Robbie, puis c'est rendu... Encore une fois, mettons là, que Martin Saint-Louis, le coach des Canadiens de Montréal, il sortirait avec une grosse vedette au Québec. Je pourrais pas te la nommer. N'importe qui. Pensez à n'importe qui. Puis là, Martin Saint-Louis, il mange sa gomme sur le banc. Puis là, on monte la vedette du Québec dans la loge. À Montréal, on est extrêmement critique par rapport Québec, à nos joueurs. on est bon pour faire ça. On est très bon pour critiquer, on est très bon pour aller bâcher le monde. D'ailleurs, Jonathan Drouin a été une très grosse victime du bâchage du Québec. Pas seulement du Québec, mais de la presse sportive. Mais c'est ça, c'est distractif. Puis j'aime quand le sport reste au sport. Et j'aime quand le divertissement reste au divertissement. Pour en revenir vite aux 4 équipes qui vont s'affronter, Baltimore, ils vont retrouver leur receveur de passe étoile Mark Andrews qui revient de blessure. Donc ça va être un plus contre Kansas City en attaque. Il faut faire attention du côté des 49ers. L'année passée, en finale de conférence, Brock Purdy s'est blessé, puis ça nous a fait perdre le match. Donc ça va être important de bien le protéger contre la défensive, la défensive de Détroit. Et puis, pour finir, il va falloir que les 49ers, vraiment pour vaincre Détroit, s'aident vraiment entre Brock Purdy et puis Christian McCaffrey, le running back. 14 touchés cette saison, faut pas oublier. Une très très bonne saison pour McCaffrey. Donc il va falloir que les deux s'aident beaucoup pour vaincre les Lions. Donc c'est quoi vos prédictions pour la finale du Super Bowl et le champion?
Kansas City contre 49ers. Et Kansas City. Pour moi, ça va être les Lions de Détroit contre les Chiefs de Kansas City. Et j'espère royalement que Détroit va pouvoir réussir à gagner leur tout premier Super Bowl. Donc, selon moi, au pif, moi dire que les équipes qui vont faire le Super Bowl, ce serait Kansas City et San Francisco. C'est qui va gagner pour toi entre les deux? Je vais te dire Kansas City. Moi, j'espère vraiment que l'histoire, le conte de fées de Détroit va se réaliser. Ils vont participer à leur premier Super Bowl. Et parce qu'ils ont été capables de les battre cette saison, ça serait bien un Super Bowl Détroit-Kansas City. Et je pense que le conte de fées doit être réalisé au complet pour permettre à Détroit de remporter leur premier Super Bowl. Ce serait, je pense, une très belle histoire qui serait écrite cette saison. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre deuxième sujet, la rubrique fait divers, où on va parler de Dr. No, le tout premier film de James Bond. Déjà, pour la petite anecdote, Dr. No n'est pas la toute première histoire de James Bond. La vraie première histoire, c'est Casino Royale, qui a été interprétée plusieurs années plus tard, car Dr. No est sorti il y a 62 ans. Casino Royale avait interprété avec panache, avec Daniel Craig, qui a ramené un rôle tout à fait froid et sanglant à James Bond. Mais passons à Dr. No. Personnellement, le film était bien, mais c'est pas mon favori. Je veux dire, pour être honnête, c'est le tout premier film de James Bond. Il est sorti en 62. Il y a quand même des scènes que j'aime beaucoup, telles que la scène où Dr. No et James Bond se rencontrent. Mais personnellement, je préfère les films qui sont arrivés plus tard. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord. C'est pas mon préféré non plus, mais ça reste que c'est le premier. Fait que c'est sûr que le premier, c'est pas toujours le meilleur. C'est The First Try, disons. Sinon, moi, j'ai une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est quand il dit son nom, Bond. James Bond. Comme... Je trouve ça vraiment original. Puis on voit que dès le début du film, qu'on va l'adorer, juste avec les mouvements de danse, là, ça nous donne envie de danser. Puis je trouve ça vraiment, vraiment drôle, puis bon. J'ai une toute autre opinion. Je trouve que, honnêtement, c'est un des meilleurs Bond qu'il y a. Mais je vais m'expliquer là-dessus. Dès le début du film, on rencontre le personnage. Puis on se met dans une ambiance totale de un film très policier, très agent secret. Dès le début du film, on a l'assassinat d'un des agents du MI6, ainsi que sa secrétaire. Puis là, on est tout dans... On voit le document de Dr. No se faire voler, le document de Krabkey se faire voler. Donc, ça met beaucoup de suspense dans l'histoire. Je trouve honnêtement que c'est un des meilleurs débuts de film de James Bond qu'il y a. Après ça, on rencontre James Bond, qui est incarné par nul autre que Sean Connery, un de mes préférés. C'est ce que j'aime du Bond qu'incarne Sean Connery. C'est un Bond professionnel, mais qui est pas assez discipliné. Puis ça, on va le voir dans Goldfinger, plus en détail. Je donne un exemple. Quand M lui ordonne de laisser son Beretta, de changer son pistolet pour le fameux Walter PPK, Bond a une certaine attitude. Puis c'est ce que Sean Connery a toujours mis à son Bond dans les années 60, celui qui a incarné. Un Bond avec une attitude un peu rebelle. C'est ce que j'admire, parce que Bond, c'est pas ton espion, ton agent du MI6 de tous les jours. C'est un gars qui a sa part d'attitude, puis sa part qu'il faut qu'il soit plus discipliné dans son travail. Tout de même, ça reste un des meilleurs pour première interprétation de Bond par Connery. Un des très 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 bons antagonistes que Bond a rencontrés lors de ses multiples missions qui durent depuis 60 ans et plus. La fameuse Bond Girl, la première Bond Girl, avec le nom suspicieux de Honey Rider. On rencontre Felix Leiter, par exemple, la toute première fois qu'on le rencontre, aussi Quarrel. Donc c'est un super de bon film. T'as tous les sidekicks, t'as le personnage principal, t'as l'antagoniste, t'as l'histoire. Je trouve que c'est un film de Bond qui est vraiment parfait, parce que ça englobe
tout ce que Bond doit affronter, tout ce que Bond a comme relation, autant ses relations avec son boss, autant ses relations avec ses alliés, ses ennemis aussi. Je trouve ça juste vraiment un excellent film qui a vraiment commencé la fameuse saga James Bond. Moi, je trouve que, comme Jay a dit un peu, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur James Bond de ma liste à moi personnelle. Tu sais, ça englobe tout. Je dirais que c'est le meilleur parce que c'est le premier. Parce que aussi, c'est comment il présente James Bond aussi en tant que, tu sais, c'est un gambler, fumeur, il aime niaiser les femmes, tu comprends, tout le monde est attiré par lui, il est meilleur à tout que les autres. Ça nous montre vraiment comment est James Bond, ça englobe vraiment tout de lui, de tous les autres films. On voit vraiment qui il est déjà à la première, pas à la première apparition, mais je dirais, on se comprend au fur et à mesure du film. Je dirais que c'est un de mes préférés aussi, parce que pour l'époque, c'était gros ce film-là. Là. Le film a coûté 1 million à faire à peu près. Puis je trouve que vraiment, pour ce qu'ils avaient avec 1 million avant, ça a été vraiment très bien exécuté de la part de tout le monde. Je dirais il y a deux, trois trucs qui m'agacent cependant dans le film. Tout d'abord, la première chose, c'est que Dr. No, l'antagoniste principal, on le voit pas vraiment dans le film. On le voit beaucoup plus vers la fin seulement, dans des short periods of time. Puis c'est une des choses, parce que pour moi, c'est avec Blofeld, bien sûr, qu'on voit dans d'autres épisodes. C'est un des meilleurs antagonistes de la série James Bond au complet pour moi. Puis, tu sais, en même temps, quand il rencontre sur Krepke, ça nous évoque pour la première fois c'est quoi le spectre et tout. Donc, ça commence vraiment... toute la série James Bond vraiment commence vraiment avec ce film-là. Je trouve que ça a été vraiment bien écrit, bien interprété. Faut pas oublier aussi que Sean Connery, c'est ce film-là qui l'a fait un peu vraiment connaître et ouvrir les portes aux autres opportunités qu'il y a eu dans sa vie. Il avait déjà fait avant quelques petits rôles ici et là, mais c'est vraiment ce film-là qui a fait vraiment connaître beaucoup plus Sean Connery que les autres. C'est ce qui est pour moi en plus le meilleur James Bond de toute la série. Ce qui est important avec les films de James Bond aussi, c'est qu'il faut pas nécessairement les comparer. Si par exemple tu vas écouter Skyfall avec Daniel Craig, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de tout, je dirais. Si, admettons, tu commences à écouter Skyfall, tu le finis, puis là tu t'en vas écouter Dr. No, ça se peut qu'inconsciemment tu sois déçu, parce que c'est pas la même époque, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes effets spéciaux. Fait que quand j'ai regardé Dr. No, il y a une semaine environ, j'ai laissé de côté les autres films de James Bond. J'ai laissé de côté Dalton, Lazenby, Roger Moore, Daniel Craig, Brosnan. Je les ai laissés à part. Tous les films, je les ai laissés à part. Et j'ai juste focusé comme si c'était le seul film de James Bond qu'il y avait. Et en le regardant comme ça, honnêtement, j'ai vraiment plus apprécié l'esthétique du film. Encore une fois, je trouve que c'est un film parfait. C'est un film d'agent secret parfait. Par son histoire, par ses personnages. Donc en mettant un peu tous les autres films à part, j'ai encore plus apprécié l'expérience du tout premier film de James Bond. Puis ça va juste faire en sorte que toutes les autres que je vais regarder, si j'ai le même processus mental, ça va juste être encore plus agréable à regarder et encore plus le fun à analyser. C'est sûr que quand tu regardes, comme tu as dit, Dr. No, faut que tu te mettes aussi dans la tête que c'est un film qui a été fait il y a plus de 60 ans.
Fait que c'est sûr qu'il faut pas que tu t'attendes à ce qu'il y ait des gros machine guns, puis des grosses voitures, puis tu sais, faut vraiment que tu t'attendes à que ce soit un peu aussi dans le thème de l'époque. Puis c'est ça que je trouve bien aussi, ça nous montre vraiment comment c'était, puis c'est un bijou quand même qui dure depuis, comme on a dit, 60 ans. Fait que je veux dire, tu sais, on peut quand même apprécier les trucs d'avant aussi maintenant. Vice-versa, maintenant on peut apprécier aussi les trucs qu'il y avait avant. Ceci étant dit, nous, ça a été un petit peu plus facile pour nous d'apprécier. Ça fait longtemps qu'on est introduit à James Bond et tout, fait qu'on on a un peu grandi avec ça, donc c'est plus facile pour nous d'apprécier. Mais pour ceux qui auraient jamais vu le film ou qui ont juste vu les films les plus récents, c'est sûr qu'il faut que vous vous mettiez vraiment dans une ambiance, je dirais d'ancien temps. C'est pas l'ancien temps, mais c'est quand même un peu, pour les plus jeunes surtout, là, c'est quand même, ça fait quand même bien longtemps. Ouais, je dirais qu'Étienne l'a bien dit. Parce que de mon côté, je dirais que je préfère les films de James Bond. Il y a plus d'action, comme plus de gadgets, comme dans les films de Pierce Brosnan, si je dis pas de bêtises. C'est un peu plus ce que j'aime dans les films de James Bond, c'est qu'ils ont des gadgets. Là, c'est beaucoup plus. Là, cet aspect-là est beaucoup plus. Enfin, il est quasiment pas là dans le film. Il n'y en a quasiment pas de gros gadgets, à part son fusil, en fait. C'est le plus gros gadget qu'il a. Mais dans le fond, il faut que tu saches apprécier les gadgets. C'est dans les premiers films comme ça de James Bond, Dr. No entre autres surtout, les gadgets, ils sont plus subtils un peu. Tu sais, les gadgets, ça va être un fusil, le compteur Gégère, oui. la voiture, tu sais, des trucs comme ça, la valise qu'il y a dans la chambre d'hôtel qui se barre, tous des petits trucs comme ça. C'est sûr que si tu regardes à comparer avec Pierce Brosnan ou ce que maintenant Daniel Craig avait avant qu'il s'en aille de James Bond, c'est sûr que c'est différent, mais les gadgets sont beaucoup plus... tu sais, même, on pourrait dire que le couteau Connie Rider a autour d'elle quand il la rencontre la première fois, ça aussi, ça fait partie d'un gadget, parce que dans le prochain film, on voit le gadget dans le bureau de Bond. On va y revenir dans les prochains épisodes, on va pas vous spoiler tout de suite, mais on va revenir à ça. Donc, les gadgets sont beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, je dirais, dans les premiers, surtout avec Sean Connery. OK. Mais avant de passer la parole à Chloé, pour ne pas faire croire à tout le monde que je déteste le film, on peut déjà parler de la trappe sonore qui est magnifique. On a notre toute première rendition de l'iconic theme de James Bond, qui est magnifique. Moi, la musique d'entrée, c'est la meilleure musique de ma vie. On danse tout le temps. Ouais. Ben, évidemment, les costumes, l'ambiance, comme on dit, c'est essentiellement un film policier. C'est un film policier dans l'ensemble. Aussi, Sean Connery qui joue son James Bond avec un charme. Mais un charme incroyable, un charisme absolu. Sinon, moi, j'ai aimé la scène quand Bond a rencontré Honey. C'est comme si elle avait peur qu'il vole ses coquillages. Comme je trouve ça drôle un peu. Ouais, c'est sûr que quand quelqu'un sort du bois de même, ça fait faire le saut à quelqu'un. C'est quoi? C'est un peu cul que tu penses que c'était pour ça sa réaction, en fait. Ouais. Mais en tout et pour tout, je pense que vraiment, autant au début de l'histoire, on commence un peu à connaître les habitudes de Bond, on commence un peu à le connaître. Autant par la suite, on voit qu'en mission, il fait ça sérieusement, c'est vraiment un bon agent. C'est le meilleur, dans le fond, on va pas se cacher. Puis, mais comment il réussit toujours dans le travail à avoir du plaisir. C'est ça qui est important à retenir, je pense. Et je suis aussi à dire, ma scène préférée, comme je l'avais dit au début, c'est la scène où James Bond rencontre Dr. No vers la fin du film, que j'aime beaucoup leur échange. Tout le long de leur conversation, James Bond, il essaie de le provoquer pour lui faire perdre son calme. Et aussi, comme Étienne l'avait dit plus tôt, c'est la première introduction au Spectre, qui est la grosse organisation criminelle qui sera l'antagonisme principal des films suivants. Tu sais, tantôt je parlais que j'étais déçu qu'on n'ait pas vu beaucoup Dr. No dans le film. Ce que j'aurais aimé, là, c'est que dans le fond, tu sais, normalement, contre l'antagoniste, t'as toujours un premier combat où le héros perd, puis il va revenir à la charge après. J'aurais aimé qu'il y ait un premier
duel, si on peut dire, entre les deux, que Bond ait de la difficulté, puis qu'il revienne à la fin, puis qu'il gagne. Parce que là, on a juste eu un duel seulement, puis Bond a gagné. Je veux dire, j'adore cette fin-là. Ça aurait pas pu être autre chose. Sauf que peut-être que ça aurait été bien qu'il y ait un petit plus à tout ça. Ben, d'une façon, on a vu un peu Bond dans une situation où est-ce qu'il a été en capture, comme quand il a été enfermé dans la prison, quand il s'est fait capturer dans le marais, quand le somnifère dans le café, au souper, quand il s'est fait battre après le souper par les gardes de Dr. No pour se remettre en prison. On a vu Bond dans une situation où est-ce qu'on l'a pas vu précédemment dans le film. C'est une situation où est-ce qu'il a été le plus faible. Évidemment, il a remonté la pente, puis il a fait sauter la base, puis il a fait sa mission. Puis Dr. No, lui, est allé brûler dans de l'acide. Mais c'est ça. C'est une super belle histoire. Des scènes aussi méga mémorables, dont le fameux dragon sur Kripke, la scène avec le Dr. Dent, qui dit que t'as déjà tiré tes 6 coups, c'est classique. N'importe quel fan de James Bond peut citer ces scènes-là. Parce que Dr. No, c'est un film où est-ce que chaque petit élément est mémorable. Les fameux Three Blind Mice, le Dr. Crane, l'assassinat de Strongways, toute l'intro du film. D'ailleurs, le premier bullet time qu'on voit dans les premiers instants du film, le fameux bullet time où est-ce que Bond marche puis tire sur la personne qui tente de l'assassiner et on voit le sang couler. C'est la première fois qu'on a vu ce fameux bullet time là et évidemment c'est le premier film donc on a essayé de... Je pense que le réalisateur a essayé de plus montrer les effets un peu couleurs, parce qu'il y a énormément de couleurs, beaucoup d'effets de strobe, puis c'est super bien fait. Comme tu as dit, Étienne, tantôt, on passe notre temps à danser sur la fameuse scène de danse jamaïcaine. Donc, tout de ce film-là, pour moi, est mémorable. C'est un de mes préférés. Pas mon préféré, mais dans mon top 5. Facilement dans mon top 5. On a parlé de Felix Leiter tantôt un peu. Ça, c'est un personnage qui travaille avec le FBI, qu'on va retrouver dans plusieurs aventures, presque toutes d'ailleurs. Il y a un autre point que je suis un peu déçu aussi, c'est par rapport à un autre personnage. Tu sais, autant on parle de Leiter qu'on voit dans plusieurs autres films. Sylvia Trench aussi au début, qu'on va la revoir dans le prochain film aussi. Autant ces personnages-là ont duré un film ou plusieurs autres par la suite, mais je trouve qu'on a abandonné très vite sur Quarel, sur Kripke. Tout de suite, ils l'ont tué. Ça aurait pu être un personnage qui aurait pu revenir un peu plus tard. On va en parler dans les autres épisodes, mais il y a son fils, entre autres, qui va faire une apparition dans un certain James Bond. Mais je trouve qu'on a abandonné très vite sur Quarel, qui aurait pu être intéressant aussi, un peu comme Felix Leiter, de le revoir dans quelques autres films. Un personnage que Jérémy a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est l'iconique secrétaire Monet Penny. Monet Penny qui est toujours désireuse de l'attention de James Bond, mais que James Bond, d'entre toutes les femmes qu'il rencontre, jamais il n'accepte ses attentes. Jamais il ne couche avec elle, essentiellement. Et j'ai remarqué ça quand on avait regardé le film dernièrement. Et je crois que c'est parce qu'en fait, il l'aime pour de vrai, il l'aime vraiment. Pour lui, c'est pas juste une conquête, une manière d'obtenir de l'information pendant une mission. Il l'aime honnêtement, Monet Penny. Et je crois que c'est pour ça qu'il cède jamais à ses attentes, qu'il n'a jamais de vraie relation amoureuse avec elle. On peut continuer sur les personnages, on peut parler du fameux commandant Boutroy. Puis pour les fans de James Bond, ils vont tous dire « Qui ça? » Ça, c'est l'homme qui amène à James Bond le fameux Walter PPK, l'arme de prédilection de M. Bond. Mais le commandant Boutroy va se transformer dans les prochains films, pendant les 40 prochaines années de James Bond, qui va devenir notre cher ami Q dans les prochains films, qui est interprété par Desmond Llewellyn. Donc, évidemment, c'est un personnage qui est aimé de tous. Desmond qui est décédé aujourd'hui, mais il a laissé derrière lui des scènes mémorables,
des moments mémorables, des moments cocasses surtout. C'est un personnage très cocasse, très drôle, mais qui a toujours été professionnel, puis ça, il adore le mentionner dans les films. Donc, c'est un personnage qui a un début très professionnel, mais qui va toucher le cœur de beaucoup de fans. Moi, j'ai une petite anecdote pour vous. Je suis sûr que vous la savez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde non plus qui sont au courant de ça. Dans la première ébauche du film Dr. No, par Wolf Mankiewicz, Dr. No était pas une personne humaine. C'était un singe, à la base. Dans le premier script, c'était un singe. Puis, un peu plus tard après, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment une très bonne idée. Donc, ils sont revenus avec un humain, mais Non. la première ébauche de Dr. No était supposé d'être un singe. C'est quand même assez drôle. Je sais pas trop comment il aurait fait ça, là. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi ou c'était juste une idée de même? Si j'ai bien regardé, là, ça serait que ça aurait coûté beaucoup moins cher d'avoir un singe qu'une personne, dans le fond. Pas sûr que la saga James Bond serait la même si on avait eu un singe comme premier antagoniste. Il me semble que ça aurait été un bon faux départ. Ouais, je pense que ça a été une excellente décision d'y aller avec l'humain à la place du singe. En effet. Ouais. Non, mais Dr. No, parfait antagoniste. Est-ce que vous savez quel est le prénom du Dr. No? Oh oui, c'est Julius. Julius No. Prenez ça en note. Bon, ben sur ce, mesdames et messieurs, cela conclura ce 3e épisode de Sur ce, bonne soirée. J'espère que vous avez été instruits autant que divertis et que vous avez passé un agréable moment avec nous. Merci encore de nous avoir écoutés. C'était Raphaël avec Jérémy, Étienne et Chloé. Merci encore et à la prochaine.